Ok. Bonjour à vous, fidèles aux drôles de dames. Aujourd'hui, les drôles de dames se présentent et c'est Mélisse qui aujourd'hui va se présenter. Mélisse qui est psychologue clinicienne et praticienne en régulation émotionnelle. Mélisse, en quoi consiste ton travail? Un psychologue clinicien, c'est quelqu'un qui sort de l'université avec deux outils, de quoi faire des diagnostics sur les problématiques des gens et de quoi les accompagner dans leurs problématiques, dans leurs difficultés. Quand je suis sortie de l'université, j'ai eu ces deux outils et puis quand je me suis installée en libéral, je me suis rendu compte que ça ne me suffisait pas parce que le diagnostic, c'était sur de la psychiatrie, sur de la psychanalyse et moi, c'est pas ma vision des choses. Donc, j'ai complété par de la systémie. En fait, la systémie, c'est de dire on est tous des systèmes. Un corps humain, c'est un ensemble de parties qui coexistent entre eux. Une famille, une entreprise, tout ça, c'est des systèmes. Et quand il y a des problèmes de communication, ça bug et ça crée des symptômes. Et donc, nous, les systémiciens, on s'intéresse à comment ça communique, nous à l'intérieur de nous-mêmes, nous avec les autres, nous avec le monde. Et quand est-ce que ça bug? Et souvent, c'est parce qu'on va communiquer, on va avoir des difficultés à communiquer. On travaille sur réparer, restaurer la communication entre les différentes parties du système. Et la régulation émotionnelle, est arrivée quand dans ton métier? Elle est arrivée déjà très tôt parce que de toute manière, moi, j'étais une hyper émotionnelle. Ça n'existe pas, mais donc j'ai toujours cherché un peu comment m'en sortir. J'ai vraiment cru au début qu'en essayant de comprendre, d'analyser, j'allais prendre du recul, de la distance, reprendre le contrôle sur mes émotions. Et puis j'ai pratiqué en cabinet pendant pas mal de temps. Ça marchait plutôt bien, les gens étaient contents, mais ils revenaient. Et ça apaisait, ça soulageait, mais ça revenait. Et c'est la régulation émotionnelle qui m'a vraiment fait comprendre que on peut comprendre un problème, mais c'est pas ça qui va le résoudre. Et c'est plutôt faire des choses qui vont résoudre le problème plutôt que de le comprendre. Et donc, Alors comment ça a changé ta pratique du coup d'utiliser la résolution dans tes consultations? en fait, moi, ça a vraiment complètement changé ma pratique. C'est-à-dire que maintenant, quand je travaille, je vais écouter la personne dans les difficultés qu'elle rencontre d'un point de vue émotionnel et surtout l'aider à repérer comment est-ce qu'elle peut travailler sur cette difficulté émotionnelle. Repérer les instants où elle est en difficulté émotionnelle, repérer les situations où ce qu'elle fait, c'est pas normal. Parce que le problème, c'est pas de régler les émotions. Ça, maintenant, on a la technique, c'est la régulation. C'est facile, on ferme les yeux, on observe. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Parce que parfois même, le fait de se rendre compte qu'on a un problème, nous, on s'en rend pas compte, c'est les autres qui s'en rendent compte. Comment tu fais, par exemple, pour accompagner quelqu'un qui a des crises d'angoisse? Alors, avant, j'utilisais l'approche stratégique. Je lui faisais faire des tâches, notamment pour lui faire prendre conscience que plus il pense à une crise d'angoisse, plus il l'amplifie. C'est comme un feu, plus j'y pense, plus mes angoisses, elles s'amplifient. Moins j'y pense, en tout cas, ça se calme, le feu se calme. Et c'est la première étape. C'est ce qu'on fait dans la régulation, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre corps? On voit bien qu'à ce moment-là, même quand on est en train de faire une régulation en direct, le fait de se poser la question qu'est-ce qui se passe dans mon corps, j'arrête de penser et déjà quelque chose se calme, quelque chose s'apaise, parce que ce sont nos pensées qui vont amplifier le débordement émotionnel. Donc voilà, je les fais travailler là-dessus, observer tout ce qu'ils ont mis en place qui fait que le problème se maintient. Parce qu'en fait, finalement, un problème, il arrive, c'est comme une émotion. J'ai une émotion, je la vis, elle m'amène à faire quelque chose et je passe à autre chose. Si je reste coincé dans l'émotion, il est fort probable que je suis en train de faire quelque chose pour me maintenir coincé dans l'émotion. Soit je fais appel à des amis qui me conseillent, qui me soutiennent, mais qui finalement me valident ou me légitiment le fait que j'aille pas bien. Donc ça me maintient. Soit je vais penser à autre chose. Alors c'est super, je vais penser à autre chose. Mais quand je reviens, je vais à nouveau être maintenue. Donc, observer qu'est-ce que je mets en place finalement pour lutter contre ce problème que si je ne le faisais pas, le problème, il se résolverait tout seul. Et déjà, quand les gens ont compris ça, ça change tout. Je pense à quelqu'un que j'ai eu là pendant le confinement qui a un haut potentiel, il ne l'avait pas repéré. Il était hypersensible et on a essayé, j'ai proposé une régulation et ça a été compliqué. Et à un moment, moi, j'ai lâché parce que j'ai compris qu'en fait, ce mental l'avait protégé depuis 25 ans de ses émotions. Donc, de lutter contre, c'était pas la peine. Par contre, que lui, par des petits exercices, prenne conscience qu'à chaque fois qu'il avait un problème, il se mettait à penser et que ça amplifiait son problème, ça a été suffisant. Son cerveau, il avait juste compris
qu'il fallait qu'il arrête de penser plus. Et la deuxième séance, il avait déjà repéré plein de situations. Là, je pouvais lui expliquer comment, non seulement maintenant, il pouvait arrêter de penser et observer les sensations, mais les laisser évoluer. Et en 3 séances, il avait complètement intégré la régulation, lui qui était là-haut, incapable de ressentir son corps. Mais parce qu'il avait eu des tâches qui lui avaient permis de percuter, de ressentir le changement. Ça veut dire quoi, tâche pour toi, Maëlys? Tâches, ce sont des prescriptions qu'on donne aux gens. On va donner ça en thérapie systémique. On va dire à la personne, par exemple, une tâche que j'utilise beaucoup pour les personnes qui n'arrivent pas à repérer lorsqu'elles sont en perturbation émotionnelle, c'est prenez un bloc-notes avec le jour, l'heure, la situation et 3 sensations. En fait, je vais leur demander d'être vigilants toute la journée à ces moments où ils ne se sentent pas bien. Et la tâche que je leur demande, c'est qu'à cet instant précis, au lieu de se mettre à penser, ils répondent à ma demande qui est observer ce qui se passe dans son corps. Donc là, je l'amène à changer 180 degrés du mental au sensoriel. Il va le faire, il va l'écrire et il écrit. Puis quand il revient, on s'aperçoit quoi? Que parfois, en fait, il y a eu 10 fois, mais les 10 fois, c'était la même émotion. Ou alors, au contraire, on va s'apercevoir qu'à chaque fois, c'était des émotions différentes et c'était des sensations différentes. Et on recadre. Et pour moi, on redonne le pouvoir aux émotions. Parce que c'est vraiment moi ce que j'ai appris aussi dernièrement, c'est nos émotions, c'est aussi la manière dont notre corps va capter des informations sensoriellement et va nous les transmettre, va nous le faire savoir au mental. Si je lutte contre ces émotions, je me coupe de ma capacité à ressentir, qui est sûrement beaucoup plus vrai que ce qu'on m'a dit qu'il fallait que je ressente. Donc souvent, il y a des personnes, moi je me dis, il faut qu'ils régulent, mais en fait, il ne faut pas qu'ils régulent. Il faut juste qu'ils acceptent qu'ils ont des émotions, qu'ils ont le droit de les vivre et qu'ils ont le droit de les traverser. Je pense à une dame qui vient me voir et qui me dit, ah, ça fait 15 jours que mon père est mort, on était très très proches, ça ne va pas du tout. Et il faut faire quelque chose, je vais prendre des antidépresseurs. Et mon médecin me demande de venir vous voir. Moi, je lui dis, je veux bien être auprès de vous, que ça envahisse tout le monde autour de vous, que ça envahisse votre système et que ça dérange tout le monde et que du coup, on vous demande de faire quelque chose. Oui, moi, je veux bien dans ces cas-là. Vous venez chez moi toutes les semaines, pendant 3 quarts d'heure, on va parler de votre père. Vous allez pleurer, vous allez vivre ce moment-là. Et puis, si dans 3 mois, c'est encore là, alors là, on verra s'il y a quelque chose à faire. Mais la semaine d'après, ça allait déjà beaucoup mieux. Elle avait juste eu le droit d'avoir un espace, un lieu où elle pouvait pleurer tranquillement. Là, il n'y avait pas besoin de réguler du tout. C'est juste, si elle avait quelque chose à réguler, c'est d'avoir le droit de ressentir des émotions et que ces émotions dérangent son entourage. Finalement, tu redonnes la place aux émotions pour les personnes que tu accompagnes. Absolument, parce qu'en plus, je pense que quand les émotions viennent, qu'elles soient parce qu'ils n'y avaient pas le droit ou parce qu'elles étaient bloquées, quand elles reviennent, cette personne se remet à penser et ce qu'il dit à ce moment-là est brillant. Tout le monde en sait beaucoup mieux sur lui-même que n'importe qui d'autre. Le problème, quand je n'arrive pas à penser sur moi-même, c'est que j'ai une émotion qui me déborde ou que je n'ai pas le droit d'écouter, que je ne m'accorde pas le droit d'écouter. Donc, ça a changé ma pratique. Ça serait quoi, en fait, ces émotions débordantes que tu traites? Alors, on va avoir la tristesse, la colère, la joie, le découragement, la déception, le sentiment de culpabilité, le sentiment de ne pas être à la hauteur, le sentiment d'être nul, de ne pas être capable, le sentiment de ne pas trouver sa place, le sentiment… Voilà, ce sont des vécus affectifs. Moi, j'appelle ça des vécus affectifs. La joie. La joie, l'excitation. Ouais, la joie. Mais la joie, quand elle est bloquée, t'as vu, c'est trop bien ce que j'ai fait. T'as vu, regarde, c'est trop bien. Vas-y, vas-y, pourquoi tu m'écoutes pas? Vas-y, mais ça fait 4 fois. Oui, non, mais quand même, regarde. Non, là, ça se régule. Parce qu'au bout d'un moment, moi, les gens autour de moi, ils en ont ras-le-bol hein, quand je suis joyeuse, quoi. Je déborde un peu trop, quoi. Et du coup, la conséquence de ces débordements sur de la joie, elle fait que les autres vont m'éviter et que je vais me retrouver seule et joyeuse toute seule, c'est plus compliqué, quoi. Oui, parce que effectivement, moi, je pense sincèrement que la joie hyper active quelque part, hein, hyper présente et envahissante, c'est aussi cache aussi des perturbations émotionnelles. Absolument. Quand ça reste trop longtemps, qu'on n'arrive pas à redescendre. J'avais un ami qui était acteur et après ses tournages, il avait 3 jours, il ne pouvait pas redescendre. Mais il kiffait ça. C'était sa came. Il adorait. Mais il était chiant, hein, mais il l'adorait.
à un moment, au bout de 3 jours, quand même, c'est devenu un petit peu désagréable parce que la vie avait repris son cours et lui, non, quoi. Et l'a régulé. Et il s'est rendu compte qu'il avait toujours ce même plaisir, mais qu'il pouvait redescendre. Il n'était plus coincé là, dans ce plaisir, cette excitation. Il pouvait redescendre, il pouvait y penser, c'était agréable, et puis redescendre. Donc, toutes les émotions se régulent. Pardon. Non, je t'en prie, c'est ton tour. Mais comment tu travailles du coup concrètement là? Par quel biais? Vidéoconférence, beaucoup. Là, pendant le confinement, j'étais en vidéo et plus ça va et plus je trouve ça même logique. Moi, je touche pas les gens, hein, je tâte pas les gens, je les ausculte pas, je regarde pas leur cœur qui bat, tout ça. Je suis juste en train de les accompagner. Et encore plus en régulation émotionnelle, parce que finalement, la régulation émotionnelle, comment on accompagne, notre boulot va être de permettre à la personne d'aller dans le mental et après d'y rester. C'est tout. Aller dans le mental? Non, pardon, de sortir du mental pour aller dans le sensoriel et après d'y rester. C'est énorme, c'est du boulot, c'est un vrai travail, c'est pas à vous que je vais le dire, quoi. Mais j'ai pas pas besoin d'être juste à côté de la personne. Et en plus, c'est super écologique parce qu'on n'utilise pas la voiture, on n'utilise pas les moyens de transport. On gagne du temps. On gagne du temps. Seul souci, c'est de pouvoir trouver un espace de sécurité chez soi. Voilà, ça peut être la seule petite difficulté, quoi, mais souvent les gens ils trouvent. Pour l'instant, j'ai jamais eu de personne qui a eu ce problème-là. Donc, tu accompagnes uniquement en vidéoconférence? Non, non, aussi en présentiel. J'aime bien travailler avec les couples aussi parce que ça, c'est pareil, la régulation, c'est génial. On va choisir un mec parce que on a peur de parler en public et lui, il parle en public. Et l'autre, il va choisir une nana parce qu'il a la phobie du ménage et que l'autre, elle va lui faire le ménage. Mais la vie, elle fait qu'on va se confronter à des trucs qu'il faut qu'on va réguler tout naturellement. Et du coup, j'ai plus peur de parler en public. Et ouais, sauf que maintenant, moi, l'autre, il me laisse plus parler. Donc, c'est quand même très désagréable. Et donc, faire repérer les régulations, les blocages émotionnels et comment on a choisi l'autre pour nous aider à éviter. Et du coup, quand on régule, ça va être très clair en fait. S'il y a de l'amour, tout va super bien se passer. Puis s'il n'y avait plus d'amour, eh ben, on va se quitter tranquillement. Et ça a complètement modifié ma pratique dans l'accompagnement des couples. Est-ce que tu accompagnes les enfants? Oui, j'adore. Moi, au début, j'accompagnais les enfants. Et puis, très rapidement, j'ai mis un cadre. J'accompagne un enfant que s'il y a le parent. Et je travaille d'abord avec le parent sans voir l'enfant. 80% du temps, en régulant sur des problématiques des parents, l'enfant n'a pas besoin de venir me voir. Parce qu'en fait, le parent, il est très bon. 80% du temps, il a super bien éduqué son môme. Il y a 20% où ça bug, il n'y arrive pas. C'est l'angle mort, là, sur le rétroviseur. Bon, eh ben, on va aller réguler cet angle mort et du coup, il reprend sa place de parent et il fait son job. Et moi, je ne fais pas un truc où je vais étiqueter ce gamin, il est allé voir un psy et donc il a un problème. Non, non. Il avait juste une émotion qui buguait et un parent qui était en difficulté pour cette émotion-là à l'accompagner. Fabuleux. Est-ce que tu as, dans ta pratique de praticienne en régulation émotionnelle, un exemple qui t'a le plus marqué ou le plus épaté, ou une situation qui a pu être régulée assez étonnante? Bon, c'est marrant parce qu'on en a plein et c'est très difficile de les trouver à ce moment-là. Celui qui m'a le plus impressionné, il n'est pas dans ma pratique professionnelle, il est personnel. À une époque où j'étais amoureuse et où j'étais pas bien et où j'ai commencé à exprimer mon mal-être à l'autre. Et l'autre, ben, ça l'a angoissé et ça l'a fait monter dans les tours et j'ai eu envie de le tuer à ce moment-là, quoi. Et là, j'ai régulé, j'ai fermé les yeux. Et quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vraiment pris conscience que c'était juste un moyen de décharger pour moi que de m'énerver sur lui parce qu'il ne pouvait pas m'accueillir comme j'avais besoin qu'il m'accueille à ce moment-là. Mais bon, c'est un métier hein, d'écouter les gens, donc j'en ai pris la mesure et ça a vraiment complètement allégé ma manière d'aimer. Je pense vraiment que la régulation, c'est un outil. C'est l'outil de l'amour. Excusez-moi, c'est un mot un peu, t'es pas très, très professionnel, mais dès que je sens que je suis plus dans un amour qui me fait du bien, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut réguler. C'est qu'il y a une émotion qui bug et que cette émotion, il faut absolument que je la régule parce que j'ai besoin d'entendre le message qu'elle veut me faire passer. Est-ce que justement, oui, Sophie? Un autre message que tu voudrais faire passer, plus particulier ou... Ben, moi, la régulation, pour moi, c'est une révolution dans la santé. C'est une révolution aussi dans la justice.
Parce que finalement, quand on est en blocage émotionnel, parfois la solution pour décharger, c'est de passer à l'acte, que ça soit avec des coups, mais que ça soit avec des mots. Moi, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse la violence émotionnelle qui n'est pas du tout assez reconnue actuellement, et qu'il y a des personnes qui se prennent des coups, qui sont des mots et qui ne sont pas entendus, et que là, il faut toujours essayer de faire réguler les gens. S'il n'y a pas quand même cette reconnaissance qu'il y a eu une violence émotionnelle subie, c'est très compliqué de réguler. Parce que les personnes, elles vont réguler sur « Oh, il faut que j'arrête de souffrir quand l'autre me parle comme une merde ». Et il ne va jamais réussir à réguler. Parce qu'il ne faut pas qu'il arrête de souffrir. Il faut qu'il ressente que ce n'est pas normal qu'on lui parle comme une merde, et il faut qu'il agisse, soit en fuyant, soit en recadrant, soit en précisant. Mais en tout cas, il faut qu'il se protège, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est une révolution dans la justice, dans la santé. Et puis, pour toutes les personnes qui sont dans la décroissance, moi, la régulation, ça m'a fait comprendre ce que ça voulait dire que la décroissance. Ça veut dire que respecter la nature, que prendre des plaisirs qui sont des plaisirs simples. Ça m'a fait comprendre que d'avoir, ça me permettait de calmer mes angoisses aussi. Et que plus je retire mes angoisses, et plus finalement j'ai du plaisir à être dans l'être. Voilà. Le mot de la fin, Maëlys, le plaisir d'être dans l'être, hein, grâce à la régulation émotionnelle. Merci beaucoup, Maëlys. On se retrouve tous bientôt, puisqu'on vous concocte quelque chose d'assez spécial, le spécial des drôles de dames. Et on vous en dit plus prochainement. À très, très bientôt. Merci à toutes. Et... Salut. Au revoir. Super, au revoir.